Le parking de l'hôpital était presque vide à 20 heures. Roman Steele se tenait sous les lumières fluorescentes, clé en main, observant son fils de 8 ans. Ethan avançait vers lui d'un pas traînant à travers les portes automatiques. Le garçon se déplaçait avec précaution, un bras pressé contre ses côtes, son sac à dos dinosaure traînant par terre derrière lui. « Salut, mon grand !» Roman s'accroupit, gardant une voix stable malgré la colère froide qui montait en lui depuis l'appel de Rachel 3 heures plus tôt. « Comment te sens-tu » Les yeux d'Ethan, du même gris que ceux de Roman, se levèrent brièvement avant de se baisser vers le sol. « D'accord. Rentrons à la maison. » Roman tendit la main vers le sac à dos, mais Ethan tressaillit. C'était subtil. À peine un mouvement, mais Roman avait passé 10 ans comme enquêteur sur scène de crime avant de se reconvertir en professeur de sciences médico-légales à l'université d'État. Il remarquait tout. Le trajet commença dans le silence. Roman s'engagea sur l'autoroute, jetant des regards à Ethan dans le rétroviseur. Son fils était assis raide sur la banquette arrière, fixant les lumières des rues qui défilaient par la fenêtre. Ceinture de sécurité, Ethan. Je ne veux pas, mon fils. La sécurité d'abord, papa. Arrête la voiture. Les mains de Roman se crispèrent sur le volant. Quelque chose dans la voix d'Ethan, un tremblement de peur mêlé à une détermination désespérée, le fit mettre son clignotant et se ranger sur l'accotement. Il se tourna sur son siège. Qu'est-ce qui ne va pas ? Les petits doigts d'Ethan tripotèrent à la fermeture éclair de sa veste. Il l'ouvrit et souleva son t-shirt. Sous le tissu, des bandages blancs enroulés autour de son torse ne cachaient pas les ecchymoses qui s'assombrissaient en dessous. Des marques violettes et jaunes, trop délibérées pour provenir d'une chute, ce n'était pas un accident. La voix d'Ethan se brisa. « C'est oncle Douglas qui m'a fait ça. Il s'est fâché parce que j'ai renversé du jus sur son nouveau tapis. Il m'a attrapé et jeté contre le comptoir. Puis, il m'a donné un coup de pied quand j'étais par terre. » La vision de Roman se rétrécit, sa respiration devint courte par le nez. « Mais papa, grand-mère est-elle à payer le docteur pour dire que j'étais tombé dans l'escalier de la cave ? Je les ai entendus parler. Elle lui a donné de l'argent dans une enveloppe. Et maman ?» Les yeux d'Ethan se remplirent de larmes. « Maman a signé tous les papiers. Elle a dit que c'était mieux comme ça. Elle a dit qu'on ne pouvait pas causer de problème à oncle Douglas à cause de son travail. » « Quel travail ?» Roman s'entendit demander, d'une voix distante. Il se présente au conseil municipal. Grand-mère n'arrête pas de dire que c'est important. « Papa, si on rentre là-bas ?» Le GPS bipa. Roman baissa les yeux sur l'écran. L'itinéraire avait changé. Au lieu de leur adresse à la maison, il indiquait une autre destination. 847 Maple Grove Drive. La maison de sa belle-mère. Il le fixa. Il n'avait pas modifié l'itinéraire. Rachel avait dû accéder au GPS à distance. Ils partageaient les comptes, les services de localisation, tout. Elle savait qu'il avait récupéré Ethan. Elle le dirigeait vers la maison d'Ethel. Il s'attendait à ce qu'il ramène Ethan. L'esprit de Roman analysa les implications comme des pièces sur un échiquier. Rachel l'avait appelé pour récupérer Ethan à l'hôpital, non par souci, mais parce qu'elle ne pouvait pas quitter la maison d'Ethel elle-même. Ils avaient besoin que Roman joue le jeu, accepte l'histoire officielle. Ramène son fils blessé dans la maison où il avait été maltraité. « Papa !» La voix d'Ethan était faible. « On y va ?» Roman regarda son fils dans le rétroviseur. Le visage d'Ethan était pâle, les yeux écarquillés de peur et de quelque chose de pire. La résignation acceptée d'un enfant qui avait appris à ne plus attendre de protection. « Plus maintenant ?»« Oui, mon grand ?» dit Roman doucement. « On va chez grand-mère. » Le visage d'Ethan se décomposa. Une larme coula sur sa joue, mais pas pour la raison qu'il croit. Roman se réengagea sur l'autoroute. « Ethan, j'ai besoin que tu me racontes tout depuis le début. Tu peux faire ça ?» Tandis qu'il roulait dans les rues sombres vers Maple Grove, l'histoire d'Ethan sortit en phrases hachées. Ça avait commencé il y a 6 mois, à peu près quand Douglas Meyer était revenu en ville après son divorce. Le frère de Rachel avait toujours été colérique. Mais après avoir perdu sa femme et partagé la garde de sa fille adolescente, quelque chose en lui était devenu cruel. Le premier incident avait été de saisir le bras d'Ethan trop fort, laissant des marques en forme de doigts que Rachel avait expliquées par des jeux brutaux à l'air de jeu, puis ça avait escaladé. Une poussade par-ci, une gifle par-là, toujours quand personne ne regardait. Ethel savait, elle était entrée 2 fois, mais elle avait dit à Ethan que l'oncle Douglas traversait une période difficile et que les garçons forts ne cafardaient pas. Quand Ethan avait essayé d'en parler à Rachel, elle s'était fâchée. Elle avait dit qu'il était dramatique, qu'il devait être plus compréhensif face au stress de son oncle. Elle l'a choisi. « Louis » murmura Ethan.
Elle le choisit toujours. Les mains de Roman lui faisaient de mal à force de serrer le volant. Rachel, sa femme depuis 9 ans, la femme qui avait pleuré tout au long de sa grossesse, terrifiée à l'idée de ne pas être une bonne mère, la femme qui avait autrefois conduit 64 km sous une tempête de neige parce qu'Ethan avait oublié son animal en peluche préféré à la garderie, ou la femme qu'il avait cru qu'elle était. Ils arrivèrent à la maison des Mayer, une vaste coloniale avec un aménagement paysager parfait et un garage pour 3 voitures. Les lumières brillaient à toutes les fenêtres. Roman se gara dans la rue, prenant un moment pour observer la scène, 2 voitures dans l'allée, la berline argentée de Rachel et le pick-up noir de Douglas avec les autocollants de campagne. Meilleur pour le conseil, une voix pour les familles. Écoute-moi attentivement, dit Roman en se tournant vers Ethan. Je vais entrer. J'ai besoin que tu restes dans la voiture, porte verrouillée. Si quelqu'un d'autre que moi essaye d'ouvrir la porte, tu klaxonnes 3 fois et tu appelles le 911. Tu peux faire ça ? Ethan hocha la tête, serrant le téléphone que Roman lui tendait. Je ne laisserai rien d'autre t'arriver, je te le promets. Papa, la voix d'Ethan l'arrêta alors qu'il ouvrait la porte. Fais attention, Uncle Douglas. Il est différent quand il est en colère, comme s'il y avait quelqu'un d'autre en lui. Roman remonta l'allée impeccable, passant devant les rosiers primés d'Ethel, par la fenêtre de devant. Il les vit rassemblés dans le salon, Rachel sur le canapé, Ethel dans son fauteuil, et Douglas faisant les 100 pas devant la cheminée, gesticulant en parlant. Il ressemblait à une famille normale passant une soirée normale. Il ne frappa pas, la porte était déverrouillée. Comme toujours, Ethel croyait aux maisons ouvertes pour la famille. La conversation s'arrêta net quand il entra dans le vestibule. 3 têtes se tournèrent vers lui. Rachel se leva la première, son expression soigneusement composée en inquiétude. « Roman, Dieu merci, comment va-t-il ? Où est Ethan ?» Dans la voiture, Roman resta près de la porte, les mains détendues le long du corps. Il avait appris depuis longtemps à lire une pièce. Douglas s'était arrêté en pleine foulée, les épaules tendues. Ethel s'avança dans son fauteuil, les doigts pressés l'un contre l'autre. Les yeux de Rachel étaient trop brillants, son sourire trop figé. « Eh bien, fais-le entrer, » dit Ethel. « Le pauvre doit être épuisé après son épreuve. »« Quelle épreuve ?» demanda Roman doucement. « Sa chute ?» répondit Rachel rapidement, dans l'escalier de la cave. « Je te l'ai dit au téléphone. Tu m'as dit qu'il avait eu un accident ? Tu n'as pas précisé lequel. » Roman avança dans la pièce. Les papiers de sortie indiquent qu'il a 2 côtes fendues, des ecchymoses sévères et une commotion cérébrale légère. Le médecin traitant a noté que les blessures étaient compatibles avec une chute dans l'escalier. « Vous voyez ?» La voix d'Ethel avait un tranchant. Le docteur l'a confirmé. « Maintenant, Rachel, va chercher le pauvre garçon. » Le nom du médecin est le docteur Floyd Hayes, continua Roman d'un ton conversationnel. Je l'ai cherché sur le chemin. Il exerce depuis 32 ans, dossier impeccable jusqu'à il y a 2 ans. Quand sa fille a eu besoin d'un traitement coûteux pour une leucémie, l'assurance a refusé la demande. Il est endetté de manière significative depuis. Il marqua une pause. La dette pousse les gens à faire des choses intéressantes. Vous ne trouvez pas ? La température de la pièce sembla chuter de 5 degrés. Douglas bougea le premier. Se plaçant entre Roman et les femmes, il était plus grand que Roman de 5 cm, plus large aux épaules, avec le genre de présence qui venait de l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. « Je n'aime pas ce que tu insinues. Romana, nous sommes une famille. Tu dois surveiller ton ton ? Famille. » Roman goûta le mot. « C'est comme ça qu'on appelle ça quand on bat un enfant de 8 ans. Comment oses-tu » Ethel bondit sur ses pieds. Douglas n'aurait jamais. Ethan m'a tout raconté. La voix de Roman coupa sa protestation. Les saisies, les poussades, l'agression d'aujourd'hui qu'il a envoyée à l'hôpital, tout. Le visage de Rachel était devenu blanc. Roman, Ethan est confus. Il a traversé un traumatisme. Mais, le mot unique l'arrêta. Ne t'avise pas d'utiliser son traumatisme comme excuse alors que tu as aidé à le créer. Maintenant, écoute-moi bien, dit Douglas, la voix montante. J'en ai assez de ces accusations. Ce garçon est maladroit et imprudent. Il est difficile depuis qu'il a commencé à cette nouvelle école. Rachel te dit depuis des mois qu'il a besoin de discipline. Mais tu es trop mou. Aujourd'hui, il courait comme un animal sauvage. Et oui, il est tombé. Ce n'est pas de la maltraitance, ce sont des conséquences. Roman observa Douglas. Le visage de l'homme était rouge, ses mains serrées en poing, mais il y avait du calcul dans ses yeux aussi. Il testait, voyant jusqu'où il pouvait pousser. Les ecchymoses sur son torse, dit Roman, ont la forme de doigts d'adulte.
Le pattern de ses côtes fracturées est compatible avec un trauma contondant d'un coup de pied, pas d'une chute. J'ai passé 10 ans à analyser des scènes de crime. Je connais la différence. Tu n'es plus enquêteur, répliqua Ethel. Tu es professeur? Tu n'as aucune autorité ici? Non, admit Roman. Mais j'ai un devoir en tant que père, en tant que rapporteur obligatoire, en tant que quelqu'un qui a prêté serment pour protéger les innocents. Rachel s'avança vers lui, l'expression suppliante. Roman, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Douglas est sur le point de gagner le siège au conseil municipal. C'est sa chance de faire une vraie différence dans notre communauté. Si tu portes des accusations, si tu causes un scandale, ça détruira tout ce pour quoi il a travaillé. Voilà, la vérité mise à nu, la sécurité de son fils importait moins que les ambitions politiques de Douglas Meyer. Et c'est pour ça que tu as signé les papiers, dit Roman. Pourquoi tu as accepté de corrompre un docteur? Pourquoi tu essaies de faire croire à un enfant de 8 ans que sa maltraitance était de sa faute? Arrête de l'appeler maltraitance. La voix de Douglas tonna. Je le disciplinais. Quelqu'un doit apprendre le respect aux garçons. Rachel m'a demandé de l'aider parce que tu l'as transformé en gamin gâté et faible. Dégage de mon chemin. Quelque chose dans la voix de Roman fit hésiter Douglas. Roman passa devant lui, se dirigeant vers l'escalier. Il avait besoin de preuves. Des dossiers médicaux, des photos, n'importe quoi qu'il pourrait avoir ici. Où crois-tu aller? Demanda Ethel, la vieille chambre de Rachel. C'est là qu'elle a dit qu'Ethan restait pendant les visites. Roman monta les marches 2 à 2. Derrière lui, il entendit Rachel crier et des pas marteler le sol. La maison d'Ethel était un sanctuaire pour ses enfants. Rachel et Douglas, des photos couvraient chaque mur, documentant leurs enfances, leurs réalisations, leurs moments de famille parfaits. Roman avait toujours trouvé ça excessif mais inoffensif. Maintenant, en traversant le couloir, il voyait ces photos différemment. Rachel à 7 ans, se tenant raide à côté de sa mère souriante. Douglas à 10 ans, sa main sur l'épaule de la jeune Rachel, sa prise visiblement serrée même sur la photo. Rachel à 13 ans, ses yeux en quelque sorte plus vieux que son âge. Il poussa la porte de ce qui avait été la chambre d'enfant de Rachel. Elle était préservée comme un musée, murs rose pâle, meubles blancs, animaux en peluche arrangés sur les étagères. Et là, sur le petit bureau, une trousse de premiers soins. Étendue, Roman l'ouvrit, bandages, antiseptiques, médicaments contre la douleur, crème pour ecchymose, tout récemment utilisée. Romané, arrête. Rachel se tenait dans l'embrasure, respirant fort. Tu fais de ça quelque chose que ce n'est pas... Il se tourna vers elle. Quand ça a commencé? Quand quoi a commencé? Quand ton frère a commencé à te faire du mal? Le visage de Rachel se raidit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ces photos sur le mur, je les ai regardées 100 fois, mais je ne les ai jamais vraiment vues. Roman désigna les cadres. Tu as peur sur chacune d'elles après 6 ans. Et Douglas te touche toujours? Toujours en contrôle. Tu es fou? Murmura Rachel, mais ses mains tremblaient. Ta mère le savait à l'époque aussi, n'est-ce pas? Comme elle le sait maintenant, elle l'a choisi lui alors. Elle t'a appris à le choisir aussi. La voix de Roman s'adoucit. Rachel, ça n'a pas à continuer. On peut l'arrêter ensemble? On peut protéger Ethan? Le protéger de quoi? Douglas remplit l'embrasure, bloquant toute sortie, de apprendre comment fonctionne le monde réel, de comprendre que les actions ont des conséquences, de devenir comme toi, dit Roman. Douglas sourit, ça n'atteignait pas ses yeux. Ethan a besoin d'un modèle masculin fort. Tu es trop absorbé par tes livres et tes théories. Rachel le sait, c'est pourquoi elle l'amène ici, c'est pourquoi elle me fait confiance pour son développement. Tu lui as fracturé les côtes, je l'ai discipliné, et si tu essayes de causer des problèmes, tu découvriras exactement comment fonctionne cette ville. Douglas entra dans la chambre. J'ai des amis. Romané, le chef de la police soutient ma campagne. La femme du procureur est dans mon équipe de volontaires. Le docteur Hayes n'est pas le seul professionnel qui comprend comment être flexible avec la documentation. Tu es un professeur d'université avec un historique de problèmes d'anxiété. Rachel m'a tout raconté sur la thérapie dont tu as eu besoin après avoir quitté la police. Qui penses-tu que les gens croiront? La menace plana dans l'air. Roman mesura la distance entre eux, calcula les angles, les points de levier. Douglas le surpassait en poids, mais le poids n'était pas tout. Roman avait de l'entraînement. Il pouvait mettre fin à cette confrontation en secondes, mais pas sans conséquences qui blesseraient Ethan encore plus. « Je veux mon fils », dit Roman. « On part ?»« Bien », Douglas haussa les épaules. « Prends-le, mais Rachel reste ici ce soir. Toi et moi devons avoir une plus longue conversation sur comment fonctionne cette famille. » Et Roman, le sourire de Douglas s'élargit. « Quand tu te calmeras,
et penseras rationnellement, tu réaliseras que la coopération n'est pas dans l'intérêt de tout le monde. On ne voudrait pas que les services de protection de l'enfance entendent des préoccupations sur le bien-être d'Ethan, sur comment son père a été instable, sur les questions concernant sa sécurité chez toi. Ces enquêtes peuvent devenir très compliquées. Roman sentit les yeux de Rachel sur lui, suppliant en silence. Pas pour la sécurité d'Ethan, pour la protection de Douglas. Il passa devant Douglas sans un mot, descendit les escaliers, passa devant Ethel qui se tenait dans le vestibule, les bras croisés, et sortit dans la nuit froide de novembre. Ethan était toujours dans la voiture, téléphone serré dans les mains, quand Roman glissa sur le siège conducteur. Le corps entier du garçon se détendit. On rentre à la maison. Oui, mon grand, on rentre à la maison. Alors que Roman s'éloignait de la maison des Meyer, il aperçut un éclat dans le rétroviseur. Douglas se tenait sur le porche d'entrée, téléphone pressé contre l'oreille, les regardant partir. Roman ne parla pas jusqu'à ce qu'il soit à 8 km, puis il se gara sur le parking vide d'un supermarché et se tourna vers son fils. « Ethan, j'ai besoin que tu sois brave un peu plus longtemps. Tu peux faire ça? Est-ce qu'ils vont me prendre à toi ?» La question transperça Roman comme du verre. « Pas si je peux l'empêcher, mais j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Est-ce que l'oncle Douglas t'a déjà fait du mal d'une autre façon? T'a touché de manière inappropriée ?» Ethan secoua la tête rapidement. « Non, juste les coups et les poussades. »« Mais papa !» Il se mordit la lèvre. « Je pense qu'il faisait du mal à maman quand elle était petite. Elle a des cicatrices dans le dos. Je les ai vues une fois à la piscine. Quand je lui ai demandé, elle s'est vraiment fâchée et a dit que je ne devais jamais en reparler. » Roman sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Les pièces formaient une image qu'il ne voulait pas voir, mais ne pouvait ignorer. Une dernière question. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà été blessé chez grand-mère? D'autres enfants? Ethan réfléchit un moment. La fille d'oncle Douglas, Vanessa. Elle a arrêté de venir l'année dernière. J'ai entendu grand-mère et oncle Douglas se disputer à ce sujet. Grand-mère disait que Vanessa racontait des mensonges et était dramatique comme sa mère. Vanessa Meyer. 15 ans, vivant avec sa mère après le divorce. Roman sortit son téléphone et commença à prendre des notes. Noms, dates, incidents. Tout ce qu'Ethan lui avait dit, si Douglas voulait une guerre, il l'aurait... Mais elle serait menée selon les termes de Roman, avec les règles de Roman, et la première règle était de connaître complètement son ennemi. Le bureau à la maison de Roman n'était éclairé que par sa lampe de bureau à 3 heures du matin. Il avait couché Ethan vers minuit, le vérifiant toutes les 30 minutes. Le garçon dormait agité, sursautant au moindre bruit. Maintenant, Roman était assis entouré de papiers, son ordinateur ouvert sur plusieurs onglets, sur le bureau, un bloc-notes légal couvert de son écriture précise, une chronologie des événements, une liste de témoins potentiels, des notes sur la campagne de Douglas Meyer et des connexions. Il avait commencé par l'évident, les dossiers de divorce de Douglas. Ils étaient scellés, ce qui était intéressant. La plupart des divorces étaient à public, sauf en cas de circonstances spécifiques, généralement impliquant des allégations de maltraitance. Roman nota de trouver l'ex-femme de Douglas, Kristen Meyer. Ensuite, il consulta les rapports de financement de campagne de Douglas, informations publiques. Toutes déposées au bureau du greffier de la ville. Douglas avait levé 87 000 $ pour sa course au conseil municipal. Une somme inhabituellement grande pour une élection locale. Ses principaux donateurs incluaient 3 entreprises de construction, 2 promoteurs immobiliers et une coalition appelée Citizens for Family Values. Roman cliqua sur le site de la coalition, photo stock générique de familles souriantes. Déclaration de mission vague sur la protection des valeurs traditionnelles et le soutien aux communautés fortes. Le conseil de direction incluait Ethel Meyer comme membre fondateur. Bien sûr, son téléphone vibra. Un texto de Rachel. On doit parler demain. Seul, il l'ignora. À la place, il lança une nouvelle recherche. Dr. Floyd Hayes. Le cabinet du médecin était dans un bâtiment médical près de l'hôpital. Roman croisa l'adresse avec les registres fonciers. Le bâtiment appartenait à Hammond Development LLC. Il remonta Hammond Development à travers 3 sociétés écrans avant de trouver le propriétaire réel. Un partenariat qui incluait Douglas Meyer. Donc Douglas n'avait pas juste corrompu le docteur. Il était son propriétaire. Roman s'adossa, pinçant l'arête de son nez. Ça allait plus profond qu'il ne le pensait. Douglas avait passé des années à construire un réseau, à créer des leviers, à se positionner comme intouchable. Mais tout le monde avait des faiblesses. Roman n'avait qu'à les trouver. Il prit son téléphone et fit défiler ses contacts, s'arrêtant sur un nom qu'il n'avait pas appelé depuis 3 ans, Austin Schaefer.
Ils avaient travaillé ensemble quand Roman était encore à la police, avant la fusillade qui avait mis fin à sa carrière d'enquêteur et l'avait envoyé en thérapie. Austin était devenu détective privé spécialisé dans les vérifications de fonds et la surveillance. L'appel alla sur la boîte vocale. « Austin, c'est Roman Steele. J'ai besoin d'aide pour quelque chose. C'est urgent. Rappelle-moi. » Puis, il ouvrit un nouveau document et commença à taper. Pas un rapport de police, pas une plainte légale, un profil. Sujet, Douglas Meyer. Âge, 38 ans. Occupation, promoteur immobilier commercial. Candidat au conseil municipal. Associé connu, Ethel Meyer. Mère, Rachel Steele née Meyer. Sœur, contexte, élevée dans un ménage aisé. Père Richard Meyer, mort quand Douglas avait 14 ans. Cause du décès listée comme crise cardiaque. Mère Ethel Meyer a pris le contrôle des finances et des affaires familiales. Douglas a fréquenté l'université d'État, abandonné en 3e année, marié à Kristen Osborne à 23 ans, divorcé à 37 ans, une fille, Vanessa Meyer. 15 ans, garde partagée mais principalement avec la mère. Modèle de comportement, violence escaladante envers les membres de la famille, particulièrement les enfants, démontre les caractéristiques classiques du trouble de la personnalité narcissique. Grandiosité, besoin de contrôle, manque d'empathie, utilise le pouvoir financier et les connexions sociales pour intimider et réduire au silence les victimes. Niveau de menace actuelle élevé. Le sujet a des connexions avec les forces de l'ordre, des professionnels médicaux dans son réseau et des ressources financières pour combattre les défis légaux. Le sujet se prépare à escalader les menaces contre Roman Steele et pourrait tenter d'armer les services de protection de l'enfance contre lui. Action recommandée, documenter tout. Construire un réseau de soutien alternatif, localiser d'autres victimes, exposer le sujet avant qu'il ne consolide le pouvoir par un poste politique. Roman enregistra le fichier et en commença un nouveau. Celui-ci était simplement intitulé « Preuve ». Au cours des 2 heures suivantes, il compila tout ce qu'il avait. Photos des blessures d'Ethan prises dans les toilettes de l'hôpital avant la sortie. Capture d'écran du reroutage GPS. Un enregistrement qu'il avait fait sur son téléphone pendant la confrontation chez Ethel, illégal dans leur état sans consentement, inadmissible au tribunal, mais utile pour sa propre planification. Note du témoignage d'Ethan documenté avec des horodatages. Ce n'était pas assez, pas encore, mais c'était un début. Au lever du jour sur la ville, Roman entendit Ethan remuer. Il ferma son ordinateur et alla voir son fils. Le trouvant assis dans le lit, serrant ses genoux, « Je n'arrive pas à dormir ?» Roman s'assit au bord du lit. « Je rêve tout le temps qu'il vienne me chercher. » La voix d'Ethan était faible. « Papa, qu'est-ce qui va se passer ?»« Je ne sais pas encore, » admit Roman. « Mais je te promets ça. Je ne les laisserai plus te faire du mal, quoi qu'il en coûte. Maman t'a appelé ? Hein ? J'ai vu ton téléphone s'allumer. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle veut parler. » Ethan leva les yeux, ses yeux gris rencontrant ceux de Roman. « Elle ne va pas nous aider. » Hein ? La question brisa le cœur de Roman parce qu'il connaissait la réponse. « Non, mon grand, je ne pense pas. » Pourquoi ? Le mot sortit comme un murmure. Pourquoi elle ne m'aime pas assez ? Roman attira son fils dans une étreinte prudente, attentif à ses blessures. Ce n'est pas une question d'amour. Ethan, ta maman, elle est piégée dans quelque chose qui a commencé bien avant ta naissance. Elle a été blessée, elle aussi, et elle n'a jamais appris à s'en libérer. Alors, elle répète les mêmes schémas, protégeant les gens qui lui font du mal parce que c'est tout ce qu'elle connaît. Ce n'est pas juste « non », ce n'est pas « je ne veux plus la voir ». Roman serra son fils plus fort, prononça un jour à la fois « d'accord, pour l'instant, tu es en sécurité, c'est ce qui compte ». Mais même en le disant, Roman savait qu'il n'était pas vraiment en sécurité. Pas encore. Douglas l'avait clair, c'était juste le début de quelque chose qui allait empirer beaucoup avant de s'améliorer. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Austin Schaeffer qui rappelait « Donne-moi 10 minutes », dit Roman à Ethan, « puis je nous fais le petit déjeuner, des pancakes aux pépites de chocolat ». Ethan réussit un faible sourire avec des pépites en plus. Toujours. Roman sortit dans le couloir et répondit à l'appel « Austin, merci de me rappeler. Roman Steele ? Mec, je pensais que tu avais disparu de la surface de la Terre. Comment vas-tu ? Honnêtement, j'ai connu mieux. Écoute, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de sensible, potentiellement dangereux. » Il y eut une pause, et j'écoute « Mon fils a été agressé par son oncle. Ma femme et sa mère l'ont couvert, ont corrompu un docteur pour falsifier les dossiers. L'oncle est Douglas Meyer, il se présente au conseil municipal, il a des connexions dans toute la ville.
y compris aux forces de l'ordre. Il a menacé d'utiliser les services de protection de l'enfance contre moi si je poursuis ça. Nom de Dieu. Romana, j'ai besoin de tout savoir sur lui. Ses affaires, son divorce, ses finances de campagne, tous les squelettes dans son placard, et j'ai besoin de trouver son ex-femme et sa fille. Je pense qu'il y a d'autres victimes, c'est le genre d'enquête qui peut devenir moche vite. Tu es sûr de vouloir prendre ce chemin ? Roman jeta un regard vers la chambre d'Ethan. Je n'ai pas le choix. D'accord ? Envoie-moi tout ce que tu as pour l'instant. Je vais commencer à creuser, mais Roman, sois prudent. Des hommes comme ça, des hommes avec du pouvoir et des connexions. Ils ne tombent pas facilement et ils ne combattent pas fair-play. Moi non plus, dit Roman. Plus maintenant, après avoir raccroché, il se tint dans le couloir tranquille de sa maison, écoutant les sons du matin suburban, chants d'oiseaux, la voiture d'un voisin qui démarre, le bourdonnement distant de la circulation, tout normal, tout pareil qu'hier, sauf que rien ne serait plus jamais pareil. Roman avait passé 3 ans à construire une vie paisible après avoir quitté la police. Il avait enterré la part de lui qui prospérait dans l'enquête, qui comprenait les coins sombres de la nature humaine, qui savait chasser les prédateurs. Maintenant, cette part se réveillait et elle avait faim. Il descendit préparer des pancakes pour son fils, mais son esprit était déjà 3 coups en avance. Planifiant et préparant la guerre qu'il savait venir, la cuisine était inondée de lumière matinale quand la voiture de Rachel entra dans l'allée. Roman observa par la fenêtre alors qu'elle restait assise un long moment avant de sortir. Elle avait l'air épuisée, les cheveux attachés en désordre, portant encore les vêtements d'hier. Elle ne frappa pas. Elle avait une clé. « Romania !» Sa voix résonna dans la maison. « On doit parler. » Ethan apparut en haut des escaliers, les yeux écarquillés. Roman lui fit signe de rester en haut, puis il se tourna vers sa femme. Rachel se tenait dans le salon, les bras enroulés autour d'elle. « Je sais que tu es en colère. La colère ne commence même pas à couvrir ça. Écoute juste, s'il te plaît. » Elle s'approcha. « Je sais comment ça paraît, mais tu ne comprends pas toute la situation. Douglas a traversé tellement de choses avec le divorce, la perte de son associé, le stress de la campagne. Il n'est pas lui-même en ce moment. Et oui, ce qui est arrivé à Ethan était mal. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense, dit Roman prudemment, c'est que ton frère a brisé les côtes de notre fils et que tu l'as aidé à le couvrir. Quelle partie est-ce que je comprends mal ? C'était un accident. Douglas était frustré et Ethan était difficile et les choses ont dérapé. Mais ça ne se reproduira pas ? Douglas cherche de l'aide. Il voit un thérapeute. Quand est-ce que ça a commencé ? Avant ou après qu'il ait mis un enfant de 8 ans à l'hôpital ? Rachel tressaillit. Tu déformes tout ? En faisant sonner comme de la maltraitance infantile. Parce que c'est ce que c'est, Rachel. C'est la définition légale. C'est la réalité que tu essaies si fort de nier. Ne t'avise pas de me faire la leçon sur la réalité. Sa voix monta. Tu penses tout savoir parce que tu étais flic ? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de grandir dans cette maison. De comprendre à quel point la famille peut être compliquée. Douglas me protégeait quand on était enfant. Quand papa est mort, il a pris le relais. Il s'est occupé de tout. En te faisant du mal, les mots planèrent dans l'air. Rachel se figea. « Ethan m'a parlé de tes cicatrices, » dit Roman doucement. « J'aurais dû les remarquer moi-même. J'aurais dû poser des questions il y a des années. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais sa voix tremblait. « Rachel, je peux t'aider ? On peut tous les deux sortir de ça. Toi, moi et Ethan. On peut quitter la ville si besoin. Recommencer quelque part où Douglas et Ethel ne peuvent pas nous atteindre. Je ne fuis pas ma famille. » Les mots sortirent secs. « Ils sont tout ce que j'ai. Ma mère a besoin de moi. Douglas a besoin de moi. Et Ethan a besoin d'apprendre que les familles restent unies quoi qu'il arrive. Même quand elles le blessent, il doit être plus fort. Le monde est cruel. Romania, mieux vaut qu'il l'apprenne maintenant de gens qui se soucient vraiment de lui, plutôt que d'étrangers plus tard. » Roman fixa la femme qu'il avait épousée, cherchant une trace de la personne dont il était tombé amoureux. Elle était assistante juridique quand ils s'étaient rencontrés. Vive et drôle, avec une passion pour aider les victimes de violences domestiques à naviguer le système légal. Il pensait que c'était l'empathie qui la motivait. Maintenant, il comprenait que c'était la reconnaissance. « Je veux divorcer ?» dit-il. Le visage de Rachel devint blanc. « Quoi ? Je dépose demain. Je demande la garde complète d'Ethan avec visite supervisée seulement pour toi. En attendant une évaluation psychologique complète, je dépose aussi un rapport de police sur l'agression et demande une ordonnance de restriction contre Douglas. Tu ne peux pas faire ça. Roman, s'il te plaît, je le fais pour protéger notre fils. Si tu veux rester piégé dans la maison de ta mère,
à jouer ce dynamique malade qu'elle a créé. C'est ton choix. Mais Ethan n'a pas à en faire partie. Tu penses que c'est si simple ? La voix de Rachel descendit à quelque chose de froid et dur. Tu penses pouvoir juste partir avec mon fils ? Douglas avait raison sur toi. Tu es naïf ? Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'opposes. Alors éclaire-moi. Elle sourit et c'était terrible à voir. Tu le découvriras bien assez tôt. Tu aurais dû te taire. Roman, tu aurais dû accepter que c'est comme ça maintenant. Tu t'es fait un ennemi de gens très puissants. Bien, dit Roman, qu'ils viennent. Rachel se tourna et marcha vers la porte. Elle s'arrêta, la main sur la poignée. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça. Je t'ai vraiment aimé autrefois. Mais tu n'as jamais été aussi important pour moi que ma famille. Ethan comprendra ça éventuellement. Les enfants pardonnent toujours à leur mère. Après son départ, Roman se tint seul dans son salon, écoutant sa voiture s'éloigner. En haut, il entendit les pleurs discrets d'Ethan. Il monta les escaliers lentement, trouvant son fils recroquevillé sur le palier, où il avait tout entendu seul. « C'est juste nous maintenant ?»« Hein ?» murmura Ethan. Roman s'assit à côté de lui et l'attira près. « Oui ?»« Mon grand, c'est juste nous ? J'ai peur. Moi aussi ? Mais on va s'en sortir, je te le promets. » C'était une promesse qu'il n'avait aucune idée comment tenir. Mais en tenant son fils, sentant son cœur battre contre sa poitrine, Roman Steele prit une décision. Il avait passé 3 ans à être un homme doux et paisible, un professeur, un père qui croyait en la discussion des problèmes et en la recherche de solutions diplomatiques. Cet homme avait échoué à protéger son fils. Alors, il deviendrait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pouvait mener le genre de guerre que les meilleurs voulaient, quelqu'un qui comprenait qu'on ne pouvait pas raisonner avec les prédateurs, on ne pouvait que les détruire. Il avait juste à trouver comment. Roman passa les 3 jours suivants à construire son dossier, tout en essayant de maintenir une semblance de normalité pour Ethan. Il se porta malade à l'université, arrangea pour qu'Ethan manque l'école et transforma sa maison en centre de commandement. Austin Schaeffer fournit des informations préliminaires. Au 2e jour, ils se rencontrèrent dans un dîner de l'autre côté de la ville. Loin de tout endroit où les meilleurs pourraient avoir des yeux, Austin glissa un dossier sur la table. « Tu avais raison de t'inquiéter ? Douglas Meyer est connecté à des gens sérieusement douteux. » Roman ouvrit le dossier. À l'intérieur, des impressions de dossiers financiers, transferts de propriété et photos, les entreprises de construction qui donatent à sa campagne. Austin tapa une page. 3 d'entre elles ont été signalées pour violation de sécurité au cours des 2 dernières années. Travailleurs blessés, citations qui ont mystérieusement disparu. Douglas siège au comité de zonage qui approuve leur projet. La corruption s'améliore. Sa mère, Ethel Meyer, possède une maison de transition pour délinquants juvéniles via une organisation à but non lucratif appelée Second Chance Foundation. Elle reçoit des fonds de l'État, environ 200 000 $ par an. J'ai tiré leurs états financiers. L'argent va principalement aux coûts administratifs et à la gestion des installations. Devine qui possède la société de gestion des installations. Douglas. Bingo. C'est un jeu de coquilles. L'argent de l'État va à l'organisation à but non lucratif, qui paie des frais gonflés à la société de Douglas, qui refait circuler l'argent à Ethel via divers canaux. J'ai trouvé au moins 400 000 $ qui ont été recyclés comme ça au cours des 5 dernières années. Roman étudia les documents. C'est de la fraude. Pourquoi personne ne l'a attrapé ? Parce que personne ne regarde. L'organisation à but non lucratif paraît légitime sur papier. La société fournit des services réels, juste au triple du tarif du marché. Et Douglas a des amis dans les bureaux qui auditent normalement ce genre de choses. Et son ex-femme ? L'expression d'Austin s'assombrit. Kristen Meyer. Maintenant, Kristen Osborne à nouveau. Elle vit à Riverdale, à environ 64 km d'ici, travaille comme infirmière dans une clinique pédiatrique. J'ai réussi à retrouver son avocat du divorce, un gars nommé Orlando Bird. Il n'a pas voulu parler détails, mais il a dit off the record que c'était un des cas les plus moches qu'il ait géré. Le divorce a été finalisé rapidement avec un gros règlement en échange de Kristen signant un accord de non-divulgation, un NDA sur quoi Bird n'a pas dit, mais il a fortement suggéré que je parle directement à Kristen. Il a impliqué qu'elle serait prête à rompre l'accord dans certaines circonstances. Et la fille, Vanessa. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Austin sortit une autre photo, celle-ci montrant une adolescente aux cheveux noirs et aux yeux hantés. Vanessa Meyer a arrêté l'école l'année dernière pendant 3 mois, raison officielle, congé médical. Quand elle est revenue, elle avait changé d'école. J'ai parlé à un conseiller de son ancienne école, très prudemment, rien d'officiel. Le conseiller a dit que Vanessa était passée d'une élève A à l'échec dans plusieurs classes. Elle est devenue renfermée, a arrêté de participer aux activités. Il y avait des préoccupations.
Mais quand ils ont essayé de suivre, Ethel Mayer est arrivée avec des avocats et a menacé de poursuivre l'école pour harcèlement. Roman se sentit malade. Douglas l'a maltraité. C'est ma lecture. Mais le prouver est une autre affaire. La fille est mineure, protégée par la garde de sa mère, et si Kristen a signé un NDA, elle est légalement interdite d'en parler à moins qu'on puisse montrer un danger imminent pour l'enfant. L'esprit de Roman courut. Ou à moins qu'on trouve d'autres victimes qui ne sont pas liées par des NDA. Je travaille là-dessus, j'ai envoyé des fileurs pour trouver quiconque a eu affaire à Douglas Mayer et en est sorti avec des griefs. Mais Roman, Austin se pencha en avant, ce type construit son opération depuis 15 ans, il est prudent. Il est intelligent et il a des ressources. Si tu l'attaques directement, il va riposter dur. Qu'il le fasse, je suis sérieux, des hommes comme ça, ils ne font pas que poursuivre. Ils détruisent, ils s'en prendront à ton boulot, ta réputation, ta crédibilité, ils te feront passer pour un ex-mari obsédé qui coache son gamin à mentir. Ils te peindront comme instable, et ils utiliseront ton historique contre toi, mon historique. La fusillade, le TSPT, le fait que tu as quitté la police parce que tu ne pouvais pas gérer le stress. La voix d'Austin était douce mais ferme. Je ne dis pas que ces choses te définissent. Je dis qu'ils les utiliseront, ils les déformeront en une narrative qui te fait le méchant. Roman savait qu'Austin avait raison. Après la fusillade, un appel pour violence domestique qui avait mal tourné, se terminant par un suspect mort et Roman questionnant chaque choix qu'il avait fait. Il avait passé 6 mois en thérapie, le département l'avait blanchi, mais il était parti quand même. Incapable de faire face au travail plus longtemps, alors, que suggères-tu ? Demanda Roman. Tu as besoin de levier ? Quelque chose de si accablant que Douglas ne peut pas le tourner, quelque chose de public qui force les autres à agir pour que ce ne soit pas juste ta parole contre la sienne ? La fraude financière. Peut-être, mais c'est un crime en col blanc. Ça prendra des années à enquêter et poursuivre. Et Douglas prétendra l'ignorance, dira que c'était des erreurs comptables, blâmera des subordonnés. Roman réfléchit un moment, et si on pouvait faire parler Kristen et Vanessa ? Grossi, elles ont toutes de peur. Kristen a signé son droit de parler. Vanessa est encore partiellement sous le contrôle de Douglas via les arrangements de garde. Mais s'il y avait d'autres victimes, d'autres familles, si on pouvait montrer un pattern, maintenant tu penses comme un enquêteur à nouveau ? Austin sourit. J'ai creusé dans la Second Chance Foundation, cette maison de transition. J'ai trouvé 3 familles qui se sont plaintes que leurs enfants étaient de maltraités là-bas. Les plaintes ont été rejetées comme des fauteurs de troubles causant des problèmes, mais une mère, Lucia Booker, elle essaye de se faire écouter depuis 2 ans. Son fils prétendait que les membres du personnel de l'installation étaient physiquement abusifs. Quand elle s'est plainte, les services de protection de l'enfance l'ont enquêtée pour fausses allégations. Les mains de Roman se crispèrent sur sa tasse de café. Ils ont armé le système contre elle, juste comme ils menacent de le faire contre toi. Mais voici la chose. Lucia Booker a documenté tout. Photos, enregistrements, dossiers médicaux. Elle construit un dossier même si personne ne l'écoute. J'ai besoin de lui parler. Je vais arranger ça. Mais Roman, avance prudemment. Ces gens ont déjà perdu foi dans le système. Si tu les approches et que tu ne peux pas livrer, tu feras plus de mal que de bien. Je ne laisserai pas ça arriver. Austin l'étudia un long moment. Tu as changé. Le roman que je connaissais il y a 3 ans n'aurait pas pris ce combat. Il aurait essayé de travailler dans le système, de faire confiance aux institutions. Le roman d'il y a 3 ans n'avait pas un fils à protéger. Roman ferma le dossier et n'avait pas encore appris que parfois le système est le problème. Ils se séparèrent avec Austin, promettant de recueillir plus d'informations et d'arranger une rencontre avec Lucia Booker. Roman rentra chez lui, l'esprit bouillonnant de possibilités et de plans. Il trouva Ethan dans le salon jouant à un jeu vidéo, mais sans beaucoup d'enthousiasme. Les côtes du garçon guérissaient, mais les blessures émotionnelles étaient fraîches et à vif. Il sursautait au bruit fort, il vérifiait les verrous des portes plusieurs fois par jour, il se réveillait en hurlant de cauchemar. « Hé, mon grand, comment te sens-tu ? » ?»« Ça va ?» La réponse standard. Ethan mit le jeu en pause. « Papa, on va vraiment s'en sortir ?» Roman s'assit à côté de lui. « J'y travaille, mais j'ai besoin que tu sois patient avec moi. Ça va prendre du temps. Combien de temps ? Je ne sais pas. Mais Ethan, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Il pourrait venir un moment où tu devras raconter ton histoire à d'autres gens, peut-être un juge, peut-être un travailleur social. Es-tu prêt pour ça ? » Le visage d'Ethan pâlit. « Est-ce que je devrais les voir ? Oncle Douglas et grand-mère Ethel ? Peut-être ? Je ferai tout ce que je peux pour te protéger. Mais je le ferai
Les mots sortirent fermes malgré la peur d'Ethan. Si ça veut dire qu'ils ne peuvent pas blesser d'autres enfants, je le ferai. Roman attira son fils dans une étreinte prudente, submergé par le courage du garçon. 8 ans et déjà plus brave que la plupart des adultes, savait Roman. « Tu es incroyable !»« Tu le sais, j'ai appris de toi », dit Ethan doucement. Ce soir-là, après qu'Ethan se soit endormi, Roman retourna à son bureau. Il avait un nouveau message d'Austin, un nom et un numéro de téléphone. Lucia Booker avait accepté de rencontrer, mais il y avait aussi un email de l'université. La ligne d'objet disait « Concernant votre statut d'emploi ». L'estomac de Roman se noua alors qu'il l'ouvrait. Le message du doyen était professionnel mais froid. « Nous avons reçu des informations préoccupantes sur votre situation personnelle. Vu la nature des allégations et le besoin de protéger la réputation de l'université, nous vous plaçons en congé administratif en attendant une revue interne. Veuillez ne pas revenir sur le campus ou contacter les étudiants jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. » Quelqu'un avait déjà atteint l'université. Quelqu'un s'était assuré que Roman serait isolé, sans emploi et vulnérable. Il prit son téléphone et appela Rachel. Elle répondit à la première sonnerie. « C'est toi qui leur as dit », dit-il sans préambule. « Je n'ai pas eu besoin. Douglas a des amis partout. Roman, je t'avais prévenu. Ils ne peuvent pas me virer sans cause. Ils ne te vireront pas. Ils rendront juste ta vie difficile jusqu'à ce que tu démissionnes. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Est-ce que c'est ce qui t'est arrivé ?» demanda Roman quand tu as essayé de te dresser contre lui avant. « Il a rendu ta vie difficile jusqu'à ce que tu rentres dans le rang. » Silence. Rachel, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore ne... Sa voix se brisa. « N'essaie pas de me sauver. Je ne vaux pas la peine d'être sauvé. Et Ethan ira bien. Les enfants sont résilients. Il oubliera tout ça éventuellement. » Non, il ne le fera pas. Et tu le sais, parce que tu n'as jamais oublié ce que Douglas t'a fait. Rachel raccrocha. Roman s'assit dans l'obscurité de son bureau, sentant les murs se refermer. Ils attaquaient son emploi, sa crédibilité, son système de soutien. C'était une guerre psychologique conçue pour l'isoler et le faire abandonner. Mais ils avaient fait une erreur critique. Ils pensaient qu'il était encore l'homme qui avait fui la violence, qui avait choisi la paix plutôt que la confrontation. Ils ne comprenaient pas qu'un homme paisible poussé trop loin ne se rend pas. Il devient dangereux. Roman ouvrit son ordinateur et commença un nouveau document. Celui-ci n'était pas un fichier de preuves ou un profil de casse, c'était un plan, une stratégie étape par étape pour démanteler l'empire soigneusement construit de maltraitance et de corruption de Douglas Mayer. Il travailla jusqu'à l'aube, remplissant des pages de tactiques et de contingences, construisant une campagne qui frapperait Douglas de multiples angles simultanément, exposition financière, pression légale, scandale public, destruction personnelle. Au lever du soleil, Roman avait sa carte routière. Maintenant, il avait juste à l'exécuter, et contrairement au Mayer qui comptait sur les menaces et l'intimidation, Roman comprenait que la guerre la plus efficace était patiente, méthodique et absolument dévastatrice. Il allait les détruire, mais il allait le faire si soigneusement, si qu'est dit que, quand il réaliserait enfin ce qui se passait, il serait déjà trop tard pour l'arrêter. L'appel téléphonique arriva à midi, un numéro inconnu. Roman faillit ne pas répondre, mais quelque chose le fit décrocher. « M. Steele !» C'est Vanessa Mayer. Roman se figea. « Vanessa, comment as-tu eu ce numéro ?»« Du téléphone de ma maman. Elle ne sait pas que j'appelle. J'ai entendu ça. J'ai entendu ce que mon père a fait à ton fils. J'ai entendu que tu essayes de l'arrêter. Je le fais. Alors, tu dois savoir quelque chose. » La voix de la fille tremblait. « Il a fait ça avant. Pas juste à moi. Il y en a d'autres ? Des enfants chez ma grand-mère. Des enfants dont les parents ne seront pas crus parce qu'ils sont déjà étiquetés comme fauteurs de troubles. Là. Mon père choisit des victimes qui ne peuvent pas se défendre. Il est intelligent là-dedans ? Vanessa, je veux t'aider, mais j'ai besoin que tu sois en sécurité. Si ton père découvre que tu as appelé, je connais les risques. » Un rire amer. « Je vis avec depuis 15 ans. M. Steele. Ma maman m'a fait signer des papiers. Un NDA comme le sien. Ils m'ont payé avec un fonds pour l'université, mais j'aurai 16 ans le mois prochain. Et j'ai fait des recherches. J'ai trouvé un avocat qui dit que les contrats signés par des mineurs sous contrainte pourraient ne pas être exécutables. C'est vrai, mais je veux témoigner contre mon père, contre ma grand-mère. Je veux tout raconter, mais je ne peux pas le faire seul. Ma maman n'aidera pas. Elle a trop peur. Et je suis encore techniquement sous la garde de mon père 2 week-ends par mois. Si je parle, et qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter, il me fera disparaître.
M'enverra dans un internat ou un centre de traitement où personne n'entendra plus parler de moi. L'esprit de Roman courut. Un témoin volontaire, une victime prête à parler, mais aussi une enfant qui avait besoin de protection. Je rencontre une autre mère demain. Son fils a été blessé à l'installation de ta grand-mère. Si je peux construire un dossier assez solide. Fais-le vite. La voix de Vanessa descendit à un murmure parce que mon père vient de déposer une motion pour obtenir la garde complète de moi. Il a dit à ma maman que tu causes des problèmes et qu'il a besoin de sécuriser ses actifs. Je suis un actif. M. Steele. Et il bouge pour m'enlever à la seule personne qui pourrait me protéger. Quand est l'audience ? 2 semaines. L'avocat de ma maman dit qu'elle ne peut pas lutter. Le NDA l'empêche de dire au juge pourquoi elle a peur. 2 semaines. Roman regarda sa chronologie. Sa campagne planifiée avec soin d'exposition et de pression légale. Ce n'était pas assez de temps à moins qu'il accélère tout. Vanessa. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Ne fais rien encore. Ne confronte pas ton père. Ne dis à personne d'autre que tu m'as appelé. Reste juste en sécurité pendant 2 semaines. Tu peux faire ça ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tout ce qu'il faut, dit Roman. Je te promets, Vanessa. Je vais l'arrêter. Après avoir raccroché, Roman fixa son plan, sa chronologie, sa stratégie prudente. Puis il froissa les pages et les jeta. Prudent et méthodique était trop lent. Il avait besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose d'explosif. Il avait besoin de forcer la main de tout le monde d'un coup de manière à ne laisser aucune place pour la couverture ou le déni. Roman prit son téléphone et appela Austin. « À quelle vitesse peux-tu me donner accès à l'installation de la Second Chance Foundation ? Légalement ou illégalement ? Est-ce que ça importe ? » Une pause. « Je peux te faire entrer ce soir. Mais Roman, si tu es attrapé, je ne le serai pas. J'ai besoin de preuves. De vraies preuves indéniables de ce qui arrive à ces enfants. Photos, vidéos, dossiers, n'importe quoi qui prouve la maltraitance. C'est une effraction, c'est la destruction de ton propre dossier. Si c'est jeté au tribunal, ça ne va pas au tribunal, pas de la façon dont tu penses. » La voix de Roman était calme, presque étrangement. J'en ai fini de jouer selon leurs règles. Ils veulent menacer mon fils. Ils veulent détruire ma vie. Bien, mais je vais m'assurer que quand je tombe, je les emporte avec moi d'une façon dont ils ne se remettront jamais. Romania, écoute-toi, ce n'est pas toi qui parles. Non. Austin, c'est exactement moi qui parle. C'est le moi qu'ils ont créé quand ils ont décidé de blesser mon fils. C'est le moi qu'ils auraient dû craindre depuis le début. Roman raccrocha et regarda l'horloge. Il avait 8 heures jusqu'à la nuit, 8 heures pour se préparer à la chose la plus dangereuse qu'il ait jamais faite. 8 heures avant d'arrêter d'être une victime et de devenir quelque chose que Douglas Meyer n'avait jamais rencontré avant, un père sans plus rien à perdre. L'installation de la Second Chance Foundation se trouvait à la périphérie de la ville, un entrepôt converti rénové à bas coût pour loger 30 délinquants juvéniles. De l'extérieur, ça paraissait légitime. Peinture fraîche, clôture de sécurité, panneaux déclarant un espace sûr pour les jeunes troublés. Austin avait fourni tout ce dont Roman avait besoin, plan du bâtiment, planning de sécurité, et surtout, un code d'accès fourni par un ancien membre du personnel qui avait démissionné après avoir rapporté des suspicions de maltraitance et avoir été ignoré. Roman se gara à 3 pâtés de maison, vêtu de vêtements sombres, portant un sac à dos avec caméra, équipement d'enregistrement, et crochet qu'il n'avait pas touché depuis 3 ans. À côté de lui, Austin vérifia son propre équipement. « Dernière chance de reculer ?» dit Austin. « On peut encore le faire de la bonne façon. » La bonne façon a échoué le fils de Lucia Booker. Elle a échoué, Vanessa. Elle échoue Ethan en ce moment. Roman ajusta son sac à dos. La bonne façon ne fonctionne que quand le système n'est pas corrompu. Celui-ci est pourri de l'intérieur. Ils approchèrent par l'arrière où les caméras avaient des angles morts. Le code d'accès fonctionna. L'installation était trop radine pour changer les codes régulièrement. Ils se glissèrent à l'intérieur par une entrée de service, se retrouvant dans un couloir faiblement éclairé qui sentait le nettoyant industriel et quelque chose en dessous. La peur, le bâtiment était calme. La plupart des enfants seraient dans leur chambre pour la nuit. Supervisés par une équipe squelettique de 2 gardes, Roman et Austin se déplacèrent dans les couloirs, caméra prête. Documentant tout ce qu'ils voyaient, les premières pièces qu'ils vérifièrent étaient des bureaux administratifs. Roman fouilla les fichiers pendant qu'Austin photographiait les documents. Rapports d'incidents détaillant des blessures, mais blâmant les enfants. Dossiers médicaux montrant des traitements répétés pour ecchymose. Coupures et entorses. État financier confirmant les découvertes antérieures d'Austin. Paiement massif à des sociétés écrans. Tous reliés à Douglas Meyer, mais c'était le sous-sol qui glaça le sang de Roman.
Ils le trouvèrent derrière une porte verrouillée étiquetée « Stockage ». Austin crocheta la serrure et ils descendirent les escaliers dans un espace converti en quelque chose d'autre, entièrement, petite pièce avec porte lourde. À l'intérieur de chacune, un matelas nusurun-sol en béton, équipement de contention monté au mur. « Nom de Dieu !» murmura Austin. « C'est une installation d'isolement. Ils gardent des enfants là-dedans. » Roman photographia tout, les mains tremblantes de rage. Ce n'était pas juste de la corruption ou de la maltraitance, c'était une torture systématique déguisée en réhabilitation juvénile. Dans une pièce, ils trouvèrent des griffures sur le mur, des messages gravés avec des ongles ou des objets introduits en contrebande. « Aidez-nous, dites à ma maman. Je suis désolé, je veux rentrer à la maison. » Roman prit des photos de chacun, preuve de souffrance qu'aucun tribunal ne pouvait ignorer. Ils étaient sur le point de partir quand ils entendirent des pas au-dessus. Quelqu'un était arrivé tôt pour le quart de nuit. Roman et Austin se figèrent, pesant leurs options. Il y a une autre sortie. Austin pointa les plans du bâtiment sur son téléphone. Accès d'urgence du côté est. Ils bougèrent rapidement mais prudemment, évitant les couloirs principaux. Mais alors qu'ils atteignaient la sortie, Roman entendit quelque chose qui le figea net. Un enfant qui pleurait. « Romana, on doit y aller. » Pressa Austin. Mais Roman se dirigeait déjà vers le son. Il trouva une pièce au bout du couloir, verrouillée de l'extérieur, par la petite fenêtre. Il pouvait voir un garçon, peut-être 10 ans, recroquevillé sur le sol. « On ne peut pas juste le laisser, » dit Roman. « On ne peut pas non plus le secourir sans se faire attraper. »« Romana, s'ils nous trouvent ici... » « Alors ils nous trouvent... » Roman essaya la porte verrouillée, mais avec un mécanisme simple à clé, il sortit ses crochets. « C'est fou, je sais... » Roman travailla la serrure, la sentant céder. « Mais quel genre de personne s'en va ?» La serrure cliqua. Roman ouvrit la porte et le garçon leva les yeux. Terrifié. « Ça va ?» dit Roman doucement. S'accroupissant. « Je ne vais pas te faire du mal. Comment t'appelles-tu ?»« Sean, » murmura le garçon. « Sean. Depuis combien de temps es-tu ici ?»« 2 jours. Ils ont dit que j'étais puni pour avoir répondu. » Enfermé dans cette pièce pendant 2 jours sans nourriture ni eau, Sean hocha la tête vers un coin où il y avait une bouteille d'eau unique. « Ils m'ont donné ça. » Roman sentit quelque chose se briser en lui. Il prit des photos de Sean, de la pièce, de la bouteille d'eau, puis il regarda Austin. « Appelle le 911. Tuyau anonyme sur mise en danger d'enfants. Donne-leur cette adresse. » Roman, fais-le maintenant. Pendant qu'Austin passait l'appel, Roman resta avec Sean, parlant doucement au garçon, obtenant son histoire. Sean avait été envoyé à Seconde Chance après un vol à l'étalage. Il était là depuis 3 mois. La maltraitance était routine. Systématique, les pièces d'isolement étaient utilisées pour n'importe quelle infraction mineure. Certains enfants y avaient été pendant 1 semaine à la fois. Où est le membre du personnel censé te surveiller ? Demanda Roman. Habituellement, juste un gars la nuit. M. Vince. Il ne vérifie pas le sous-sol. Il regarde juste la télé dans le bureau. Roman entendit des sirènes au loin. « Sean, la police arrive. Dis-leur tout ce que tu m'as dit. Tout. Et parle-leur des autres enfants qui ont été blessés ici. Tu peux faire ça ?» Le garçon hocha la tête. Roman et Austin se glissèrent par la sortie d'urgence juste alors que les lumières de police illuminaient la rue. Ils regagnèrent la voiture sans être vus, mais le cœur de Roman battait. Pas de peur, mais de la réalisation de ce qu'il venait de faire. Il venait de faire exploser l'opération de Douglas Meyer. La police trouverait Sean. Ils enquêteraient sur l'installation. Ils découvriraient la maltraitance, les pièces d'isolement illégales, toute l'opération, et Douglas saurait exactement qui l'avait fait. « Tu viens de commencer une guerre ?» dit Austin alors qu'il s'éloignait. « Bien, » répondit Roman. « J'étais fatigué d'attendre d'essayer. » Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. « Je sais ce que tu as fait. Tu vas le regretter. » dit Meyer. Roman le montra à Austin qui jura. « Comment diable il sait déjà ? Il a probablement quelqu'un au département de police qui l'a typé sur l'appel. » Roman effaça le message. « Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'on a des preuves maintenant. Et d'ici demain matin, la presse aussi. La presse. » Roman sortit une clé USB de sa poche. « Copies de tout ce qu'on a documenté ce soir. Je l'envoie à chaque média de l'État. D'ici midi demain, la fondation de Douglas Meyer sera en une. Ce n'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Roman, tu es censé donner les preuves aux autorités. Les autorités sont compromises. Tu l'as dit toi-même ? Douglas a des amis aux forces de l'ordre. Mais il ne peut pas contrôler chaque journaliste Et une fois que c'est public, une fois que tout le monde sait ce qui se passe dans cette installation, ça n'importera pas qui sont ses amis, la pression sera trop grande pour l'ignorer.
Austin fut silencieux un moment, puis il rit, courte et sec. « Tu sais quoi? Tu as raison. Au diable la procédure. Ces salauds méritent tout ce qui leur arrive. » Ils rentrèrent à la maison de Roman, où ils passèrent les 2 heures suivantes à formater les preuves et préparer des communiqués de presse. Roman envoya des paquets à 12 médias différents, de stations locales à réseaux nationaux. Ligne d'objet, la fondation familiale du candidat au conseil municipal torture des enfants. Les preuves étaient accablantes. Photos des cellules d'isolement, documents montrant la fraude financière, dossiers médicaux prouvant la maltraitance systématique. Et surtout, témoignages de victimes. Sean, le fils de Lucia Booker et d'autres, qu'Austin avait trouvé. Roman appuya sur envoyer à 2 heures du matin et s'adossa, sentant quelque chose comme la paix s'installer sur lui. « Et maintenant ?» demanda Austin. « Maintenant, on attend le prochain mouvement de Douglas et on se prépare à la contre-attaque. » Mais Roman savait déjà quel serait le prochain mouvement de Douglas. L'homme était prévisible dans son arrogance. Il essaierait d'attaquer Roman directement pour détruire sa crédibilité avant que l'histoire prenne de l'ampleur. Roman comptait là-dessus parce qu'il avait une pièce de preuve supplémentaire qu'il n'avait pas partagée encore, une arme de plus dans son arsenal qu'il gardait pour exactement le bon moment. L'enregistrement de son téléphone la nuit chez Ethel, les propres mots de Douglas menaçant d'armer les services de protection de l'enfance, l'admission de Rachel qu'ils avaient corrompu le Dr Hayes, tout préservé en format digital, ce n'était pas admissible au tribunal, mais le tribunal n'était pas où cette bataille allait être gagnée. C'était sur l'opinion publique, sur détruire la réputation de Douglas si complètement qu'il ne s'en remettrait jamais. Et Roman ne faisait que commencer, l'histoire éclata à 6 heures du matin. Roman se réveilla avec son téléphone explosant de notifications, Alertes News, messages de collègues, emails de reporters demandant des interviews. Le titre sur le plus grand journal de l'État disait « La fondation du candidat au conseil sous enquête pour maltraitance infantile ». À 8 heures, la police avait perquisitionné la Second Chance Foundation. À 10 heures, la campagne de Douglas Meyer avait publié un communiqué niant toute connaissance de méfaits et blâmant des employés voyous. À midi, Roman avait reçu 3 menaces de mort et une visite d'un avocat représentant Ethel Meyer, exigeant qu'il cesse et décide de harcèlement et diffamation. Roman laissa l'avocat parler, puis lui tendit calmement une clé USB. « Donne ça à ta cliente. Dis-lui qu'elle a 24 heures pour fermer la fondation, démissionner de tous les postes de conseil et faire des excuses publiques à chaque enfant blessé. Si elle ne le fait pas, je relâche le reste de mes preuves à la presse, incluant les dossiers financiers, montrant qu'elle a personnellement profité de la maltraitance. » Le visage de l'avocat rougit. « Tu fais une terrible erreur. J'ai fait beaucoup d'erreurs, » dit Roman. « Faire confiance à tes clients en était une. Ne pas protéger mon fils plutôt en était une autre. Mais ça, » il désigna la clé USB, « c'est la première bonne chose que j'ai faite depuis des mois. Alors porte l'offre à Ethel. » 24 heures, après le départ de l'avocat, Roman vérifia Ethan. Le garçon était dans sa chambre. Casque sur les oreilles, évitant délibérément les news, Roman avait essayé de le protéger du pire. Mais Ethan n'était pas stupide. Il savait que quelque chose de gros se passait. « Papa !» Ethan leva les yeux quand Roman entra. « Est-ce que les gens vont savoir ce qui m'est arrivé ? Pas sauf si tu le veux. J'ai gardé ton nom hors de tout. L'histoire est sur la fondation, pas sur toi. Mais oncle Douglas sait, et grand-mère, et maman. Oui, ils savent. Est-ce qu'ils vont venir ici ? » C'était la question que Roman redoutait parce que la réponse honnête était probablement oui. Douglas Meyer était acculé, humilié, et regardait sa carrière politique se désintégrer en temps réel. Les prédateurs acculés étaient les plus dangereux. « J'ai pris des précautions », dit Roman. Ce qui était vrai, il avait installé de nouveaux verrous, caméras de sécurité, et avait Austin faisant des passages irréguliers pour surveiller la maison. Et la police sait ce qui se passe. Il surveille Douglas de près. Ce qu'il ne dit pas à Ethan, c'était que certains de ces mêmes officiers de police étaient des amis de Douglas, que Roman leur faisait confiance autant qu'il pouvait les lancer. Son téléphone sonna. Rachel. Roman sortit dans le couloir avant de répondre. « Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu arrêtes. » Sa voix était épaisse, comme si elle avait pleuré. « Roman, tu as détruit tout ? Douglas est fini ? Sa campagne est terminée ? La fondation est fermée ? Mère fait face à des accusations criminelles. Tout ce que notre famille a construit était construit sur le dos d'enfants maltraités. » Roman dit froidement. « Je n'ai aucune sympathie. Et de la sympathie pour moi ? Pour ta femme ? Tu as arrêté d'être ma femme au moment où tu les as choisis, plutôt qu'Ethan ? Je n'ai jamais choisi. » Elle s'étouffa sur les mots. « Tu ne comprends pas ? Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que d'être pris entre eux.
Je comprends parfaitement. Tu as été maltraité. Tu l'es encore. Et au lieu de briser le cycle, tu le perpétues. C'est sur toi, Rachel. Pas sur Douglas. Pas sur Ethel. Sur toi, silence. Je dépose les papiers de divorce aujourd'hui. Continua Roman. Je demande la garde complète avec visite supervisée seulement. Vu ce qui est sorti sur ta famille, je ne pense pas qu'aucun juge aura du mal à l'accorder. Je me battrai contre toi. Vas-y, chaque détail sortira au tribunal. Chaque échymose, chaque mensonge, chaque pot de vin, c'est vraiment ce que tu veux. Plus de silence. Puis doucement, je te hais? Non, tu ne le fais pas. Tu te hais toi-même, mais tu le fais payer à tous autour de toi au lieu de le gérer. Rachel raccrochata, Roman se tint dans le couloir, sentant le poids de la semaine passée l'écraser. Il avait gagné. Les preuves étaient publiques. La carrière de Douglas était terminée et Ethan était en sécurité. Alors pourquoi avait-il l'impression que ce n'était que le début? La réponse vint à 16h quand Austin appela avec un avertissement urgent. Douglas est en mouvement. Mon contact au département de police dit qu'il pose des questions sur toi. Ton planning? Tes routines? Où tu emmènes Ethan? Roman, je pense qu'il planifie quelque chose. Qu'il vienne. Je suis sérieux. Ce type n'a plus rien à perdre maintenant. Il pourrait être dangereux. Je compte là-dessus. Roman regarda par la fenêtre la rue suburbaine tranquille. Austin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu t'assures qu'Ethan est quelque part en sécurité. Quelque part où Douglas ne peut pas le trouver. Qu'est-ce que tu planifies? Douglas veut une confrontation. Je vais lui en donner une. Mais à mes conditions. Roman, peux-tu garder Ethan en sécurité ou pas? Une longue pause. Oui. J'ai un ami avec une cabane dans le nord de l'État. Personne ne sait pour ça. Je peux y emmener Ethan ce soir? Fais-le. Je lui dirai que c'est un court voyage de camping. Garde-le loin de tous les médias. Et Austin, si quelque chose m'arrive, rien ne va t'arriver. Si ça arrive, tu as des copies de tout, chaque pièce de preuve, chaque enregistrement. Assure-toi que tout sorte. Assure-toi qu'Ethan obtienne justice, même si je ne suis pas là pour le voir. Nom de Dieu, Roman, et qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que je dois. Roman passa la soirée à paquer un sac pour Ethan, expliquant qu'Austin l'emmenait en voyage de camping surprise. Le garçon était excité malgré tout. Il avait toujours aimé le camping. « Quand viendras-tu nous rejoindre ?» demanda Ethan alors qu'il chargeait chez son sac dans la voiture d'Austin. « Bientôt, mon grand. J'ai juste à m'occuper de quelque chose ici d'abord. Tu promets ?» Roman s'accroupit au niveau des yeux d'Ethan. « Je promets. Et Ethan, je t'aime. Peu importe ce qui arrive, souviens-toi que je t'aime plus que tout au monde. » Ethan l'étreignit fort. « Je t'aime aussi, papa. » Les regarder partir fut une des choses les plus dures que Roman ait jamais faites. Mais Ethan avait besoin d'être en sécurité parce que ce qui venait ensuite serait moche. Roman rentra, double vérifia ses caméras de sécurité et s'assit pour attendre. Il n'eut pas à attendre longtemps. À 21h, une voiture se gara dehors. Roman observa par les caméras Douglas Mayer sortir, marcher calmement jusqu'à la porte d'entrée et frapper. Roman prit une profonde inspiration, vérifia les dispositifs d'enregistrement qu'il avait cachés dans toute la maison et répondit. Douglas avait l'air terrible. Non rasé, yeux injectés de sang, costume froissé, mais il y avait autre chose dans son expression aussi. Une rage froide et concentrée qui faisait hurler les instincts de Roman. « On doit parler, » dit Douglas. « Il n'y a rien à dire? Laisse-moi entrer. » Roman, à moins que tu veuilles que tes voisins entendent ce que j'ai à dire. Roman s'écarta, laissant Douglas entrer. Il garda ses distances, restant près de la porte, prêt à bouger si nécessaire. Douglas entra dans le salon, regardant autour. Où est Ethan? En sécurité. Loin de toi? Intelligent. Douglas se tourna vers lui. Tu sais, je t'ai sous-estimé. Je pensais que tu étais juste un académicien faible qui plierait sous la pression. J'avais tort. C'est ce que tu es venu me dire. Je suis venu t'offrir un deal. Douglas s'assit sur le canapé sans invitation. Tu as détruit ma campagne? Bien. La fondation est finie? Bien. Mais ça n'a pas à aller plus loin. Tu retires ta pétition de divorce? Tu arrêtes de coopérer avec les enquêteurs? Tu émets un communiqué public disant que tu as surréagi, que tu as mal compris ce qui se passait. En échange, je quitte la ville, je renonce à la garde de Vanessa, je disparais de ta vie, et si je dis non? Le sourire de Douglas était tranchant. Alors je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début, j'élimine le problème. C'est une menace. C'est une promesse. Douglas se leva, s'approchant. Tu penses d'avoir gagné? Tu penses que m'exposer te rend en sécurité? Mais tu oublies quelque chose d'important? Roman,
Je n'ai plus rien à perdre. Ma carrière est terminée, ma réputation est détruite. La femme que je pensais être ma sœur s'est révélée être juste une autre traîtresse dans cette famille. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de juste mettre fin à ça? De m'assurer que tu ne témoignes jamais, ne cause jamais un autre problème. Roman sentit l'adrénaline inonder son système. C'était ça, le moment pour lequel il s'était préparé. Tu veux savoir ce qui t'empêche? Dit Roman doucement. Le fait que chaque mot que tu as dit dans les 2 dernières 2 minutes a été enregistré par 5 dispositifs différents cachés dans cette pièce. Le fait que si tu poses une main sur moi, tu passeras le reste de ta vie en prison au lieu de juste faire face à des crimes financiers. Le visage de Douglas blêmit puis rougit. Tu enregistres cette conversation juste comme j'ai enregistré la conversation chez Ethel, celle où tu as menacé d'armer les services de protection de l'enfance contre moi, celle où Rachel a admis avoir corrompu le Dr Hayes. J'ai tout ça, Douglas. Chaque menace, chaque admission, et si quelque chose m'arrive, tout va à la police et à la presse automatiquement. Fils de P. Douglas se jeta, mais Roman était prêt. Il s'écarta, laissant l'élan de Douglas le porter contre le mur, puis Roman s'approcha, utilisant des techniques apprises en formation policière, immobilisant les bras de Douglas. « Arrête !» dit Roman fermement. « C'est fini. Tu as perdu. » Mais Douglas n'avait pas fini. Il se tordit, se libérant, balançant sauvagement. Son poing connecta avec la mâchoire de Roman, envoyant une douleur explosive à travers la tête de Roman. Ils luttèrent, s'écrasant dans les meubles, tous deux combattant pour la dominance. Roman avait l'entraînement, mais Douglas avait la rage et le désespoir. Ils étaient à égalité, échangeant des coups, aucun ne prenant l'avantage, jusqu'à ce que Douglas attrape une lampe et la balance à la tête de Roman. Roman se baissa et la lampe se brisa contre le mur. Mais le mouvement le laissa ouvert et Douglas le plaqua au sol. Main autour de la gorge de Roman. « Je vais te tuer », grogna Douglas, « et puis je vais trouver Ethan. Et je vais m'assurer qu'il ne raconte jamais à une autre âme ce qui s'est passé. » Roman enfonça son genou dans l'estomac de Douglas, brisant la prise. Il roula loin, haletant pour l'air, et sa main se referma autour d'un morceau de la lampe brisée. Il pouvait le faire. Un coup à la tête de Douglas et tout serait fini. Légitime défense justifiée. Mais en regardant Douglas étalé par terre, haletant, Roman réalisa quelque chose d'important. Il ne voulait pas être un tueur, il ne voulait pas qu'Ethan grandisse en sachant que son père avait pris une vie. Même en légitime défense, ce n'était pas l'homme qu'il voulait être. Alors, à la place, Roman sortit son téléphone et appela le 911. « J'ai besoin de la police au 83 Oak Street. » Immédiatement, Douglas Meyer a forcé l'entrée chez moi et m'a agressé. Il a fait des menaces contre la vie de mon fils. Je le retiens jusqu'à votre arrivée. Douglas rit, amer et brisé. Tu penses vraiment qu'ils vont m'arrêter? Tu penses vraiment que ça se termine avec moi en prison? Je ne sais pas, admit Roman. Mais je sais que ça se termine avec toi, ne blessant plus jamais un enfant. C'est assez... La police arriva en minute. À la surprise de Roman, ils arrêtèrent effectivement Douglas, citant les menaces enregistrées et les preuves visibles d'agression, la lèvre saignante de Roman et les ecchymoses formantes. Mais l'officier en chef, un homme nommé Charles Lewis, prit Roman à part avant de partir. « M. Steele, je veux que vous sachiez que pas tout le monde au département était ami avec Meyer. Certains d'entre nous voulaient le faire tomber depuis des années. On n'avait juste jamais assez de preuves. Ce que vous avez fait, c'était risqué et probablement illégal par endroits, mais c'était aussi brave. Ces enfants à la fondation, ils avaient besoin de quelqu'un pour se battre pour eux. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Demanda Roman. Maintenant, on construit un dossier. Le procureur est déjà impliqué avec les preuves que vous avez rassemblées et ce qu'on trouve à la fondation. Meyer regarde du temps sérieux. Sa mère aussi, et votre femme. Louis hésita. Elle coopère avec nous, donne des déclarations sur l'historique de son frère. Je pense qu'elle est enfin prête à se libérer. Roman les regarda emmener Douglas menotté, l'homme qui avait terrorisé son fils, qui avait construit un empire sur la souffrance d'enfants vulnérables, réduit à juste un autre suspect à l'arrière d'une voiture de police. Ça aurait dû ressembler à une victoire, mais Roman se sentait juste fatigué. Il appela Austin. « C'est fait. Douglas est en garde à vue. Tu peux ramener Ethan demain ? Tu vas bien ?» Roman regarda autour de son salon détruit. Meubles cassés, sang sur la moquette, preuve de violence partout. Je le serai. Après avoir raccroché, il s'assit dans les décombres et se permit enfin de sentir tout ce qu'il avait retenu. La peur, la rage, le deuil pour son mariage brisé et l'innocence perdue de son fils. Mais en dessous de tout, il y avait autre chose aussi, le soulagement et une satisfaction sinistre. Il l'avait fait, il avait protégé son fils,
Il avait arrêté un prédateur et il avait prouvé que même quand le système échouait, même quand les puissants paraissaient intouchables, une personne avec assez de détermination pouvait faire une différence. Ça lui avait coûté son mariage, son boulot et presque sa vie, mais voir le visage smug de Douglas Meyer enfin montrer la peur alors que la police lui lisait ses droits, ça valait tout. Le procès prit 8 mois à préparer. Pendant ce temps, la vie de Roman commença lentement à se reconstruire. L'université le réintégra après avoir revu les preuves et émis des excuses publiques. Les étudiants qui avaient entendu ce qu'il avait fait le traitaient comme un héros. Bien que Roman se sente mal à l'aise avec cette étiquette, il avait juste fait ce que tout père devrait faire. Le divorce de Rachel passa rapidement, elle ne contesta pas l'arrangement de garde. Trop consommée par ses propres problèmes légaux, elle avait obtenu l'immunité en échange de témoigner contre Douglas et Ethel, mais le processus de confronter son passé la détruisait. Elle était entrée dans un centre de traitement pour traumatisme et avait demandé à ne pas voir Ethan jusqu'à ce qu'elle se soit réparée. Roman ne savait pas si ce jour viendrait jamais, mais il laissait la porte ouverte au cas où Vanessa Meyer était devenue une visiteuse régulière à leur maison. La fille avait été libérée de la garde de son père et vivait à temps plein avec sa mère. Kristen, elle avait aussi rompu son NDA pour témoigner et son courage avait inspiré d'autres victimes à se manifester. Au moment où le procès commença, les procureurs avaient des témoignages de 17 victimes différentes couvrant 15 ans. La salle d'audience était bondée le premier jour. Roman s'assit dans la galerie, Ethan à côté de lui. Le garçon avait insisté pour être là. Voulant voir la justice servie, Douglas Meyer fut amené portant une combinaison orange, mains menottées. Il paraissait plus petit, en quelque sorte diminué sans ses costumes chers et connexions politiques. Il était juste un homme d'âge moyen faisant face aux conséquences de ses actions. Ethel Meyer s'assit à la table de la défense à côté de lui, son expression taillée dans la pierre. Elle avait vieilli visiblement ces derniers mois, sa façade parfaite s'effritant sous le poids du scrutini public. Rachel s'assit au fond, séparée de tout le monde. Elle croisa le regard de Roman une fois, et il vit la culpabilité et le deuil se battre dans son expression. Il hocha légèrement la tête, reconnaissant sa présence, mais n'offrant rien de plus. Le procès dura 3 semaines. Victime après victime monta à la barre, racontant des histoires de maltraitance, négligence et torture systématique à la Second Chance Foundation. Des experts médicaux témoignèrent sur les blessures, des experts financiers détaillèrent la fraude. Et Roman fournit les enregistrements prouvant que Douglas et Ethel avaient sciemment couvert la maltraitance. La défense essaya de peindre Roman comme un ex-mari obsédé fabriquant des preuves. Ils essayèrent de discréditer les victimes comme des enfants troublés avec un historique de mensonges. Ils essayèrent chaque tactique du livre, mais les preuves étaient accablantes. Et le jury n'achetait pas. Le dernier jour des délibérations, Roman emmena Ethan au parc. Ils s'assirent sur un banc mangeant de la glace, regardant d'autres enfants jouer. « Papa !» demanda Ethan. « Qu'est-ce qui se passe s'ils disent que l'oncle Douglas n'est pas coupable ? Alors on continue à se battre ?» dit Roman. « On n'abandonne pas. Mais si on perd tout, s'il vient après nous à nouveau ?» Roman regarda son fils. Ce gamin brave et résilient qui avait survécu à un traumatisme qui briserait la plupart des adultes. « Ethan, on a déjà gagné, pas au tribunal. Ça reste en l'air, mais on a gagné au moment où tu m'as dit la vérité. On a gagné quand on a décidé de se lever au lieu de rester silencieux. On a gagné quand d'autres victimes ont vu ce qu'on a fait et ont trouvé le courage de parler aussi. Peu importe ce que dit ce jury, ça ne change pas. Je suis fier de toi. Papa de... » Ces 4 mots signifiaient plus que n'importe quel verdict. Le téléphone de Roman vibra. « Un texto d'Austin. » Le jury est de retour. Ils se précipitèrent au tribunal. Arrivant juste alors que le jury entrait, Roman tint la main d'Ethan alors qu'ils attendaient que le président se lève. Sur l'accusation de maltraitance infantile au 1er degré, comment jugez-vous ? Coupable sur l'accusation d'agression, coupable sur l'accusation de fraude. Coupable 15 chefs, 15 verdicts coupables, et ça c'était juste pour Douglas. Le verdict d'Ethel Meyer vint ensuite 10 chefs coupables. Son visage resta impassible, alors que le juge remerciait le jury, mais Roman vit ses mains trembler. La sentence viendrait dans 6 semaines, mais le procureur avait déjà dit qu'ils chercheraient les peines maximales, 20 à 30 ans pour Douglas, 15 à 20 pour Ethel. Dehors au tribunal, les reporters assaillirent Roman. Il avait évité la presse pendant des mois, mais aujourd'hui, il s'arrêta et fit face aux caméras. « Je veux dire quelque chose à chaque parent qui regarde ça. Si votre enfant vous dit qu'il a été blessé, croyez-le. Si vous voyez des signes de maltraitance, ne regardez pas ailleurs. Et si le système échoue à les protéger, n'abandonnez pas. Battez-vous.
Battez-vous avec tout ce que vous avez parce que nos enfants en valent à la peine. » Des questions fusèrent sur lui, mais Roman se tourna, menant Ethan à travers la foule. Ils en avaient dit assez, fait assez. Maintenant, c'était le temps de guérir. Ce soir-là, Roman borda Ethan au lit et s'assit au bord du matelas comme il l'avait fait chaque soir depuis 8 ans. « C'est vraiment fini ?»« Hein ?» demanda Ethan. « Oui, mon grand, c'est vraiment fini. Je me sens, je ne sais pas heureux exactement, mais plus léger, comme si j'avais porté quelque chose de lourd et enfin posé. C'est la guérison. » Roman dit « C'est un processus, ça prendra du temps, mais on a du temps maintenant, tout le temps du monde. Papa, je veux aider d'autres enfants comme moi, comme ceux de la fondation, je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Roman sentit sa gorge se serrer. « Tu sais quoi? Je pense que c'est une super idée. Quand tu seras plus grand, on trouvera comment faire ça. »« Promise ?»« Promessi !» Après qu'Ethan se soit endormi, Roman descendit et se versa un verre. Il se tint à la fenêtre, regardant la rue tranquille, pensant à tout ce qui s'était passé. Il y a 8 mois, il était une personne différente, content dans sa vie paisible, enseignant ses cours, élevant son fils, marié à une femme qu'il pensait connaître. Puis une visite à l'hôpital avait tout brisé, mais de cette destruction était venu quelque chose d'inattendu, clarté, botte, et la compréhension que parfois la paix n'était pas l'absence de conflit, mais le résultat de se battre pour ce qui comptait. Son téléphone sonna. « Vanessa. M. Steele. Je voulais juste dire merci pour tout. Ma maman et moi avons regardé le verdict ensemble. On a pleuré toutes les deux, mais c'était de bonnes larmes. Tu sais, comme enfin quelque chose était juste dans le monde, c'est toi qui as été assez brave pour parler. Vanessa, tu as fait ça autant que quiconque. Ouais, mais tu as commencé... Tu as montré à tout le monde que se battre était possible, qu'on n'avait pas à juste accepter ce qu'il nous faisait. » Elle marqua une pause. « Je vais aller bien. Je pense que mon thérapeute dit que j'ai un TSPT et que ça prendra des années à travailler, mais je vais le faire. Je vais avoir une vie normale. » Et c'est parce qu'il a refusé de les laisser gagner. Après avoir raccroché, Roman s'assit dans l'obscurité, se permettant enfin de sentir le poids complet de ce qu'ils avaient accompli. Douglas Mayer passerait le reste de ses années productives en prison. Ethel Mayer mourrait derrière les barreaux. La Second Chance Foundation était démantelée, ses victimes recevant counseling et compensation. Et surtout, un système qui avait protégé les abuseurs était exposé et réformé. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas complet, mais c'était la justice. Et pour la première fois en mois, Roman sentit qu'il pouvait respirer. Il finit son verre et monta, s'arrêtant dehors, la porte d'Ethan pour regarder son fils dormir paisiblement. Pas de cauchemar ce soir, pas de peur, juste un gamin rêvant de l'avenir. Roman lui avait donné ça, s'était battu pour ça, avait saigné pour ça, avait presque mouru pour ça, et il le referait en un battement de cœur, parce que c'est ce que font les pères. Ils protègent leurs enfants peu importe le coût, souriant. Roman alla au lit, prêt à affronter ce que demain apporterait. La guerre était finie. Ils avaient gagné et enfin ils pouvaient commencer à vivre à nouveau. 6 semaines plus tard, Roman se tint au tribunal une dernière fois pour la sentence. Douglas Mayer reçut 25 ans, Ethel Mayer reçut 18 ans. Aucun ne montra de remords. Alors qu'ils étaient emmenés, Douglas croisa le regard de Roman et articula 2 mots. « Je me souviendrai ?» Roman articula en retour. « Moi aussi ?» Mais la différence était que Roman se souviendrait de ça comme le temps où il avait sauvé son fils et d'innombrables autres enfants. Douglas s'en souviendrait comme le temps où il avait tout perdu face à un homme qu'il avait sous-estimé. Dehors, Roman trouva Ethan attendant avec Austin et Vanessa. Les 4 se tenaient ensemble, une famille de fortune forgée dans le traumatisme, mais liée par quelque chose de plus fort, la survie. « De la glace ?» suggéra Roman. « Définitivement, » dit Ethan. Souriant, alors qu'il marchait vers la voiture, Roman sentit le dernier poids se lever de ses épaules. Les cauchemars continueraient un moment. La guérison prendrait des années, mais ils avaient si gagné pas juste au tribunal, mais de la façon qui comptait le plus. Ils étaient libres, et Douglas Mayer, qui avait passé sa vie entière à construire du pouvoir en détruisant les autres, passerait le reste de sa vie impuissant, oublié, un conte moral sur ce qui arrive quand quelqu'un se bat enfin. Roman avait commencé ce voyage comme un homme paisible forcé à la violence. Il l'avait terminé comme un père qui avait protégé son fils et sauvé des vies innocentes. C'était une victoire qui valait la peine d'être célébrée. Alors qu'il s'éloignait du tribunal pour la dernière fois, Ethan se tourna vers lui et sourit. Un vrai sourire genu. Libre de peur, « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon grand. »
Plus que tout, et pour Roman Steele, c'était le seul verdict qui comptait vraiment. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai